Dans les vastes régions de l'Anatolie, aujourd'hui connues sous le nom de Turquie, se trouvait l'un des empires les plus fascinants et les plus méconnus de l'histoire ancienne, l'Empire hittite. Même si leur nom n'évoque pas l'Égypte ou la Mésopotamie d'aujourd'hui, les Hittites constituaient une force imposante qui a joué un rôle déterminant dans le destin du Proche-Orient à l'âge du bronze. Mais qui étaient ces énigmatiques Hittites et comment ont-ils réussi à établir un empire sur un territoire aussi troublé et varié ? Les Hittites, l'une des civilisations antiques les plus mystérieuses et les plus puissantes, sont apparus dans la région montagneuse de l'Anatolie vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais qui étaient ces anciens habitants de l'Anatolie et comment ont-ils réussi à établir un empire sur un territoire aussi complexe ? Jésus-Christ. Mais qui étaient ces anciens habitants de l'Anatolie et comment ont-ils réussi à établir un empire sur un territoire aussi complexe ? Pour comprendre leur croissance, nous devons d'abord nous pencher sur leurs racines, qui sont étroitement liées aux migrations des communautés indo-européennes qui se sont déplacées des steppes du nord vers le sud, à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles opportunités. Les Hittites faisaient partie d'un groupe plus large de communautés indo-européennes qui, il y a des milliers d'années, ont commencé à migrer des vastes steppes du nord vers des régions plus méridionales, dont l'Anatolie. Cette migration n'était pas un changement inattendu, mais un processus graduel impliquant de multiples tribus et clans à la recherche de terres plus fertiles et de climats plus favorables à l'agriculture et à l'élevage. Lorsqu'ils sont arrivés en Anatolie, les Hittites ont trouvé une terre difficile mais au potentiel considérable. Le plateau central anatolien, caractérisé par un climat rigoureux, des hivers et des étés chauds, n'était pas un endroit où il était facile de s'installer. Cependant, les Hittites, qui possédaient des compétences agricoles avancées et une solide organisation sociale, ont réussi à adapter leur mode de vie à ces circonstances défavorables. Ils ont utilisé les ressources naturelles abondantes, telles que les minéraux et l'eau, pour former des communautés autosuffisantes qui allaient devenir la base de leur futur empire. L'apparition des Hittites en Anatolie a également marqué le début d'une série de changements dans la région. Ces communautés ont introduit de nouvelles technologies et coutumes culturelles, telles que l'utilisation du cheval dans la guerre et du char, qui allaient transformer les stratégies militaires dans la région. Bien que leur langue ait des racines indo-européennes, elle a commencé à se transformer en fusionnant avec les langues indigènes, créant une langue unique qui représentait la diversité culturelle de la région. Cette migration et cette installation ont non seulement marqué le début de l'histoire des Hittites en Anatolie, mais ont également jeté les bases de l'émergence d'une civilisation qui allait avoir un impact significatif sur l'avenir du Proche-Orient au cours de l'âge du bronze. Les Hittites ont non seulement survécu sur ces terres défavorisées, mais ils en ont fait le cœur de leur empire, faisant preuve d'une capacité d'adaptation et de résistance qui allait s'avérer cruciale dans leur montée en puissance. Après s'être installés en Anatolie, les Hittites ont rapidement rencontré d'autres civilisations déjà enracinées dans la région. Avant leur arrivée, l'Anatolie était un ensemble de petites civilisations, chacune avec sa propre langue, sa propre foi et ses propres coutumes. Parmi les plus importantes d'entre elles, on trouve les Hurriens et les Hittites, des communautés qui avaient établi leur propre mode de vie sur les terres que les Hittites commençaient à revendiquer. La relation entre les Hittites et ces civilisations établies n'était pas simplement un processus de conquête et de domination. Plutôt que d'imposer leur culture à sens unique, les Hittites ont adopté et adapté de nombreuses coutumes et convictions des Hurriens et des Hittites, générant un hybride culturel qui allait déterminer l'identité hittite. Cette fusion s'est manifestée dans la langue hittite, qui a adopté de nombreux mots et structures grammaticales des langues indigènes, en particulier du Hurrien. Ce syncrétisme linguistique a non seulement facilité la communication entre les différentes communautés sous contrôle hittite, mais a également contribué à homogénéiser l'empire sous une identité culturelle commune. Les Hurriens et les Hittites ont également exercé une influence dans le domaine religieux. Les Hittites ont adopté de nombreux dieux et cérémonies de ces communautés, les intégrant à leur panthéon et à leurs rituels religieux. Cette approche réceptive de la religion a permis aux Hittites d'administrer un empire diversifié sans épuiser les différentes communautés qu'ils tenaient sous leur coupe. Dans ce scénario, la religion a fonctionné comme un lien qui a uni les différentes cultures de l'empire, favorisant l'union sociale et politique. Outre la foi et la langue, les Hittites ont acquis des connaissances sur les techniques agricoles, l'artisanat et la structure sociale des Hurriens et des Hittites. La mise en œuvre de ces pratiques a non seulement optimisé la vie quotidienne des Hittites, mais a également renforcé leur économie et leur capacité à soutenir une armée efficace et bien équipée. Ces échanges culturels ont sans doute été l'un des éléments cruciaux qui ont permis aux Hittites de renforcer leur influence en Anatolie et d'étendre leur impact au-delà de leurs frontières initiales. Au fil du temps,
Les Hittites ont commencé à se présenter comme une force unie en Anatolie, en grande partie grâce à l'action de chefs visionnaires qui ont compris l'importance de renforcer le pouvoir dans le cadre d'un régime centralisé. Parmi ces dirigeants, 2 figures se distinguent des autres, Labarna et Hattusili Ier. Ces 2 monarques ont joué un rôle essentiel dans la transformation d'un groupe de tribus dispersées en un empire uni et puissant. Labarna, souvent considéré comme le premier grand monarque hittite, a entamé un processus d'unification qui s'est avéré essentiel pour la croissance de l'empire. Sous son règne, les différentes tribus hittites ont été réunies sous une même bannière, jetant ainsi les bases d'un État centralisé. Labarna a non seulement renforcé son autorité interne, mais il a également commencé à étendre l'influence hittite au sud et à l'est, en profitant des lacunes des royaumes adjacents. Cette expansion précoce a non seulement augmenté les ressources disponibles pour les Hittites, mais a également défini les frontières initiales de l'empire. Hattusili Ier, qui succéda à Labarna, poursuivit et développa ce travail d'unification et de croissance. Comprenant clairement ce que les Hittites pouvaient accomplir, Hattusili déplaça la capitale à Hattusa, une ville robuste qui devint le centre politique, militaire et religieux de l'empire hittite. À partir de cette nouvelle capitale, Hattusili entreprend une série d'opérations militaires qui non seulement sécurisent les frontières de l'empire, mais l'étendent aussi considérablement, couvrant une large zone de l'Anatolie et s'étendant à la Mésopotamie et à la Syrie. L'édification d'Hattusa en tant que capitale n'était pas seulement un geste d'urbanisme, elle représentait une manifestation d'autorité. Hattusa, avec ses murs monumentaux, ses temples grandioses et ses palais majestueux, représentait la force et la stabilité du royaume hittite. La ville n'était pas seulement le centre administratif de l'empire, mais aussi un site sacré où se déroulaient des cérémonies religieuses fondamentales pour la légitimité du pouvoir royal. À l'époque Hattusili, Hattusa devient l'emblème de l'identité hittite, rassemblant les différentes régions et communautés sous une même bannière. L'unification sous Labarna et Hattusili Ier a non seulement consolidé la domination hittite sur l'Anatolie, mais a également jeté les bases d'une structure étatique qui allait durer des siècles. Leur capacité à combiner diplomatie, puissance militaire et gestion efficace a permis aux Hittites non seulement de survivre dans une région aussi compétitive, mais aussi de s'épanouir et de devenir l'une des civilisations les plus impressionnantes de l'âge du bronze. Après avoir consolidé leur influence à Hattusa, les Hittites se sont trouvés dans une position stratégique pour étendre leur domination au-delà des montagnes anatoliennes. Sous la direction de monarques audacieux tels que Mursili Ier, l'Empire hittite a commencé à se déplacer vers le sud, en direction des régions riches et puissantes de la Mésopotamie. Dans ce contexte, Mursili Ier a mené l'une des expéditions militaires les plus audacieuses de l'histoire ancienne, une expédition qui a abouti à la prise de Babylone, l'un des centres économiques et culturels les plus importants de l'époque. L'attaque de Mursili Ier contre Babylone n'était pas une simple expédition militaire, mais une stratégie visant à affaiblir les principaux adversaires des Hittites et à accroître simultanément leur réputation dans la région. Le voyage vers Babylone était long et risqué, traversant des territoires ennemis et se heurtant à l'opposition d'armées puissantes. Cependant, l'armée hittite, réputée pour sa discipline et son utilisation novatrice du char, réussit à surmonter ces obstacles et à atteindre les portes de Babylone. L'assaut de Babylone par Mursili Ier fut un choc dévastateur pour les Hittites concurrents. Cet événement a non seulement perturbé la stabilité de la Mésopotamie, mais a également envoyé un message clair aux autres puissances de la région. Les Hittites n'étaient pas un adversaire à traiter à la légère. Babylone, avec ses murs impressionnants et ses richesses abondantes, s'était effondrée face aux Hittites, démontrant l'efficacité de son commandement militaire et sa capacité à mener des campagnes complexes dans des régions éloignées. Cependant, la prise de Babylone n'est pas seulement un triomphe militaire. Elle a également eu d'importantes conséquences politiques et économiques pour les Hittites. En saccageant la ville, Mursili Ier a non seulement réalisé un profit considérable, mais il a également affaibli un rival important, ce qui a permis aux Hittites de renforcer plus facilement leur contrôle sur le nord de la Syrie et de la Mésopotamie. Cet événement marque l'apogée de la puissance militaire hittite et fait de Mursili Ier l'un des plus grands conquérants de l'Antiquité. Cependant, le triomphe militaire s'accompagne de nouveaux défis. Avec un territoire de plus en plus vaste et des adversaires de tous bords, les Hittites ont été contraints de maintenir leur domination sur les terres qu'ils avaient conquises et de protéger leurs frontières contre de futures menaces. Ce défi a incité les Hittites à développer une diplomatie avancée et à former des alliances qui leur permettraient de sécuriser leurs conquêtes et de préserver la paix sur leurs frontières. Malgré des succès militaires impressionnants, il n'aurait pas suffi à maintenir un empire aussi vaste et varié que celui des Hittites.
Face à des concurrents puissants et à un territoire couvrant une large partie de l'Anatolie, de la Mésopotamie et de la Syrie, les Hittites ont vite compris que l'épée devait être complétée par la parole. La diplomatie devient alors un instrument crucial dans la tactique des monarques hittites pour renforcer leur autorité et assurer la stabilité de leur empire. L'une des stratégies diplomatiques les plus efficaces des Hittites consistait à établir des alliances stratégiques par le biais d'accords et d'unions matrimoniales. Ces pactes permettaient non seulement d'assurer une paix momentanée avec des adversaires potentiels, mais aussi de renforcer les relations avec les nations vassales et d'autres puissances régionales. L'accord de paix signé avec l'Égypte après la bataille de Kadesh, l'un des premiers accords de paix enregistrés dans l'histoire, est un exemple représentatif de cette habileté diplomatique. L'accord de Kadesh, signé vers 1259 avant Jésus-Christ, a conclu une longue guerre entre les Hittites et les Égyptiens, deux des puissances les plus importantes du monde antique. Ce conflit, qui s'est soldé par une impasse coûteuse, a incité les deux parties à trouver une solution qui permettrait d'éviter de nouveaux affrontements. L'accord n'a pas seulement assuré la paix entre les deux empires, il a également établi un contexte de collaboration et de respect mutuel qui a duré des années. Ce pacte a été signé par l'échange de lettres et de cadeaux entre les rois et a été renforcé par des mariages entre les maisons royales hittites et égyptiennes. Outre les accords, les Hittites ont appris à gérer la diplomatie pour administrer leur empire ethniquement diversifié. La gestion d'une variété de communautés et de cultures exigeait une approche adaptative qui honorait les coutumes locales tout en maintenant l'autorité centrale. Les Hittites ont permis à nombre de leurs États alliés de préserver leur propre structure de gouvernement et leurs croyances religieuses, à condition qu'ils acceptent la suprématie hittite et qu'ils coopèrent à l'effort militaire de l'Empire. Cette stratégie d'autonomie locale a permis de préserver l'unité de l'Empire et de réduire les risques d'insurrection. Ce mélange de puissance militaire et de diplomatie a permis aux Hittites non seulement d'étendre leur empire, mais aussi de le préserver dans un monde en proie aux conflits et aux rivalités. En fin de compte, c'est cette capacité à équilibrer la guerre et la négociation qui a permis aux Hittites de survivre et de prospérer pendant des siècles, créant un héritage qui a duré bien au-delà de l'effondrement de leur empire. À son apogée, l'Empire hittite couvrait une vaste région s'étendant des chaînes de montagnes anatoliennes aux plaines de Syrie. Ce vaste territoire englobait non seulement les ethnies hittites, mais aussi une grande diversité de communautés, chacune avec sa propre langue, sa propre foi et ses propres traditions. Préserver l'unité d'un empire aussi diversifié était un défi colossal, mais les Hittites y sont parvenus grâce à une gestion astucieuse et à une remarquable capacité d'adaptation culturelle. L'Empire hittite n'était pas une entité uniforme, c'était un ensemble de nations différentes qui avaient été conquises ou avaient établi des alliances avec les Hittites au fil du temps. Ces communautés comprenaient les Hurriens, les Luviens, les Cananéens et de nombreux groupes plus petits qui ont contribué à la richesse culturelle de l'Empire. Cette diversité se manifeste dans la vie quotidienne de l'Empire, depuis les marchés animés où l'on parle plusieurs langues jusqu'aux rituels religieux où l'on vénère des dieux d'origine diverses. Chaque communauté ethnique de l'Empire hittite a largement maintenu ses propres traditions et coutumes, contribuant ainsi à préserver la paix et la stabilité sur le territoire de l'Empire. Les Hittites savaient qu'imposer une culture unique à toutes ces populations variées aurait été inapplicable et néfaste. Ils ont donc laissé chaque collectivité préserver son identité culturelle, à condition qu'elle reconnaisse l'autorité suprême du roi hittite. La langue hittite, également appelée nessite, est devenue la langue administrative de l'Empire, bien qu'elle ne soit pas la seule langue utilisée. L'akkadien, par exemple, était la langue diplomatique la plus répandue au Proche-Orient et était utilisée dans les relations officielles avec les autres nations. Le louvite, autre langue importante de l'Empire, était utilisé dans les inscriptions grandioses et cérémonielles. Cette variété de langues ne simplifiait pas seulement la gestion d'un empire aussi varié, mais représentait aussi l'attitude réceptive et flexible des Hittites. La variété ethnique et culturelle de l'Empire hittite représentait donc à la fois un défi et une source de richesse culturelle. Les Hittites ont non seulement réussi à maîtriser cette diversité, mais aussi à l'exploiter à leur avantage, en établissant un empire qui, malgré ses désaccords internes, était uni par une identité commune. La capacité de l'Empire hittite à préserver l'unité de sa population nombreuse et diverse est attribuée non seulement à ses prouesses militaires, mais aussi à son approche novatrice de la gestion de l'État. Conscients de la difficulté d'administrer un ensemble de peuples différents, les Hittites ont mis au point un système juridique et administratif qui permettait une gouvernance adaptative et tolérante, s'adaptant aux exigences et aux traditions de chaque région de l'Empire. L'un des fondements de ce système était le respect des règles et coutumes locales. Plutôt que d'établir un code juridique homogène dans tout l'Empire, les Hittites ont permis à chaque région de conserver ses propres lois et systèmes de justice,
tant qu'ils n'entraient pas en conflit avec le pouvoir central. Cela simplifiait non seulement la gestion d'un empire aussi vaste, mais contribuait également à réduire les risques d'insurrection en respectant l'autonomie locale. Le système de gestion hittite témoigne également de cette capacité d'adaptation. Les chefs locaux, souvent membres de l'élite locale, exerçaient un grand contrôle sur leur territoire, tout en étant responsables devant le roi hittite. Cette approche décentralisée permettait une gestion plus efficace, car les chefs locaux comprenaient mieux les spécificités de leur région. Dans le même temps, une autorité centrale forte était préservée grâce à une surveillance constante et à l'application de taxes et de responsabilités militaires. Un autre trait marquant du système juridique hittite est son orientation vers la réparation et le dédommagement plutôt que vers la rétribution. Pour l'époque, les lois hittites étaient très humaines et mettaient l'accent sur la rétribution économique plutôt que sur des sanctions physiques sévères. Par exemple, au lieu de la peine capitale pour certains crimes, tels que le vol ou les dommages à la propriété, les auteurs étaient tenus de verser une compensation aux victimes. Cette approche favorise non seulement l'équité, mais aussi la stabilité sociale en réduisant le cycle de la violence et des représailles. L'Empire hittite, vaste et varié, s'est maintenu non seulement grâce à sa puissance militaire et à une gestion efficace, mais aussi grâce à un réseau complexe de croyances religieuses qui regroupait ces différentes communautés sous un panthéon unique. Les Hittites s'appelaient eux-mêmes l'Empire aux 1000 dieux, une caractérisation qui montrait leur capacité à intégrer les croyances religieuses des diverses cultures qui composaient leur empire. En étendant leur territoire, les Hittites ont réussi à conquérir non seulement des territoires, mais aussi des divinités. Plutôt que d'éradiquer les croyances locales, les Hittites ont adopté et vénéré les dieux des communautés qu'ils dominaient. Cette perspective inclusive a permis aux Hittites de construire un panthéon varié et complexe contenant des divinités indigènes telles que les Hurriens, les Luviens, les Cananéens et d'autres encore. Ce mélange de convictions a contribué à créer un sentiment d'unité religieuse entre les différents groupes ethniques de l'Empire, favorisant ainsi l'union sociale et politique. La religion hittite a joué un rôle crucial dans la vie quotidienne et l'administration de l'Empire. Les monarques hittites ne jouaient pas seulement un rôle politique, mais aussi un rôle de médiateur entre les dieux et leur communauté. Ce rôle leur conférait une autorité divine qui validait leur administration et contribuait à préserver l'ordre dans l'Empire. Les célébrations religieuses, qui comprenaient des rituels sophistiqués et de grandes processions, étaient destinées à renforcer l'identité collective de l'Empire et à rappeler à ses habitants l'importance de préserver la paix avec les dieux. L'un des cas les plus fascinants d'intégration religieuse est le temple de Yaskeya, situé près de Hattusa, la capitale de l'Empire. Ce temple en plein air démontre la capacité des Hittites à combiner diverses traditions religieuses. Les parois rocheuses sont ornées de décorations symbolisant plus de 60 divinités, dont beaucoup ont été héritées des cultures voisines. Ce temple n'était pas seulement un lieu de vénération, mais aussi un emblème palpable de l'unité spirituelle de l'Empire. La vénération et l'acceptation de dieux étrangers ont non seulement consolidé l'unité de l'Empire, mais ont également servi d'outils diplomatiques. En vénérant ceux d'autres communautés, les Hittites ont pu s'assurer de la loyauté de leurs sujets et réduire les tensions entre communautés. De plus, cette adaptabilité religieuse a facilité les coalitions avec d'autres puissances, car les Hittites ont pu trouver un terrain d'entente dans des croyances religieuses partagées. À l'âge du bronze, dans le vaste paysage troublé du Proche-Orient, les Hittites se sont imposés comme l'une des forces les plus puissantes de la région. Cependant, leur montée en puissance n'a pas été facile. Entourés de civilisations aussi audacieuses que l'Égypte, la Syrie, Babylone et le Mitanni, les Hittites ont dû naviguer dans un réseau complexe d'alliances, de rivalités et de conflits pour asseoir leur position dans l'histoire. Ce chapitre examine comment les Hittites ont géré les relations avec leurs concurrents et se sont imposés comme un facteur avec lequel il fallait compter. Dès leur création, les Hittites ont été confrontés à un environnement difficile. Les grandes nations du Proche-Orient, telles que l'Égypte, la Syrie, Babylone et le royaume de Mitanni, se disputaient la domination des routes commerciales et des terres fertiles. Dans ce contexte, les Hittites devaient s'adapter rapidement pour éviter d'être éclipsés par ces géants. L'une des tactiques les plus efficaces des Hittites était leur capacité à établir des alliances stratégiques, souvent par le biais d'accords et d'unions matrimoniales. Ces accords leur ont permis de s'assurer plus facilement la loyauté de plusieurs États alliés et d'établir un système de supervision indirecte sur des territoires clés. Par exemple, leur relation avec les royaumes du Mitanni était initialement conflictuelle,
mais grâce à des négociations astucieuses, ils sont parvenus à établir une paix mutuellement avantageuse. La diplomatie hittite ne se limitait pas à la formation d'alliances, mais nécessitait également une gestion méticuleuse des relations avec les voisins les plus influents. L'Assyrie, royaume réputé pour sa ferveur guerrière, représentait à la fois un adversaire redoutable et un allié potentiel. Les Hittites savaient quand il était impératif de se battre sur le champ de bataille et quand il était plus sage de négocier. Cette capacité à interpréter les jeux de pouvoir complexes de la région s'est avérée essentielle à leur survie. Cependant, ces partenariats et rivalités n'ont pas été sans trahison et affrontements. Le Proche-Orient représente un contexte où les loyautés peuvent changer rapidement et les Hittites doivent faire preuve d'une vigilance constante pour préserver leur position. En combinant force, diplomatie et ruse, ils parviennent à maintenir un équilibre des forces qui leur permet de rester l'une des principales puissances de l'époque. En 1274 avant Jésus-Christ, dans les plaines proches de la ville de Kadesh, deux des forces les plus puissantes de l'âge du bronze, les Hittites et les Égyptiens, se sont affrontés. Ce conflit, connu sous le nom de bataille de Kadès, est l'un des événements les plus importants de l'histoire des relations internationales hittites et représente un moment critique dans la rivalité de longue date entre les deux empires. Le cadre du conflit est essentiel pour en comprendre l'importance. Sous la direction du pharaon Ramsès II, l'Égypte est à son apogée, avec une armée puissante et une ambition débridée d'étendre sa domination au Levant. En revanche, les Hittites, sous le règne de Muwatalli II, ont renforcé leur emprise sur la Syrie et l'Anatolie et ne sont pas disposés à sacrifier des territoires aux ambitions de l'Égypte. Les deux armées se rencontrent à Kadesh, ville stratégique dont la domination est cruciale pour le contrôle de la région. La bataille de Kadesh n'est pas seulement l'un des plus grands conflits militaires de l'Antiquité, mais aussi une démonstration de stratégie militaire et de mensonge. Ramsès II, sûr de sa suprématie, se retrouve pris dans un piège conçu par les Hittites qui parviennent à encercler son armée. Cependant, malgré l'avance initiale des Hittites, la bataille se termine par un match nul, les deux camps subissant des pertes importantes. Ce qui s'est passé après la bataille est aussi important que l'affrontement lui-même. Admettant qu'une victoire décisive était impossible, les deux chefs décidèrent de recourir à la diplomatie. Le résultat fut le traité de Kadesh, le premier accord de paix de l'histoire. Ce pacte a non seulement mis fin aux différends entre l'Égypte et l'Empire hittite, mais il a également jeté les bases d'un règlement pacifique des différends entre grandes puissances. Le traité de Kadesh est un succès diplomatique pour les deux parties. L'Égypte et les Hittites acceptent de maintenir les frontières de leurs territoires respectifs et s'engagent à se soutenir mutuellement en cas d'attaque par des tiers. Cet accord établit une paix durable qui permet aux deux empires de se concentrer sur leurs défis internes et externes. Pour les Hittites, cette paix leur apporte le repos nécessaire pour consolider leur emprise sur la Syrie et d'autres régions, tandis que pour l'Égypte, elle représente une stabilité vitale pour préserver sa présence au Levant. Bien que la bataille de Kadesh et l'accord de paix avec l'Égypte soient des événements emblématiques de l'histoire hittite, ils ne reflètent qu'une partie de l'approche à multiples facettes utilisée par les Hittites pour préserver et étendre leur influence au Proche-Orient. Dans un monde où la guerre était pratiquement ininterrompue et où les alliances pouvaient varier d'une nuit à l'autre, les Hittites ont fait preuve d'une remarquable capacité à équilibrer la force militaire et une diplomatie efficace. L'Empire hittite était entouré d'adversaires et de concurrents potentiels qui menaçaient constamment sa stabilité. Il doit en outre faire face à la menace croissante de l'Assyrie, un empire connu pour son agressivité et son expansion. Pour neutraliser cette menace, les Hittites emploient une double tactique. D'une part, ils renforcent leur défense et se préparent à la guerre, et d'autre part, ils tentent d'établir des alliances avec d'autres nations afin d'isoler l'Assyrie sur le plan diplomatique. L'une des armes les plus puissantes de l'arsenal hittite était sa capacité à établir et à préserver des États vassaux. Grâce à un mélange de victoires militaires et de pactes diplomatiques, les Hittites ont créé un réseau de nations clientes qui leur offrait des impôts et un soutien militaire. Ce réseau a non seulement consolidé la domination hittite dans la région, mais a également servi de bouclier protecteur contre les dangers extérieurs. Cependant, pour conserver la loyauté de ces États alliés, il fallait faire preuve d'une diplomatie constante et d'une capacité à gérer des négociations complexes. La diplomatie hittite s'est également étendue au domaine de l'interculturalisme. Les Hittites ont compris que pour diriger un empire aussi diversifié, il était crucial de respecter, et dans de nombreux cas, d'adopter les coutumes et les pratiques des communautés conquises. Cela s'est manifesté dans leurs liens avec leurs adversaires, où ils ont souvent utilisé les échanges culturels et l'adoption de dieux étrangers comme méthode pour construire des liens plus forts et plus durables. La capacité des Hittites à acquérir des connaissances auprès de leurs adversaires a également été essentielle à leur triomphe.
Face à des puissances militaires telles que l'Égypte et la Syrie, les Hittites ont adopté et modifié nombre de leurs stratégies et technologies. Par exemple, ils ont amélioré leurs armes et adopté des tactiques de guerre qui leur ont permis d'égaler plus facilement leurs puissants voisins. Cette capacité d'adaptation leur a non seulement permis de survivre plus facilement dans un environnement défavorable, mais leur a également donné un avantage concurrentiel dans nombre de leurs campagnes. Le triomphe des Hittites sur le théâtre de la guerre n'est pas seulement une question de force brute. Dans un monde où la guerre était monnaie courante, les Hittites se sont distingués par leur capacité à innover et à adapter les technologies émergentes, l'utilisation du char étant l'une des avancées les plus significatives. Cette innovation, associée à leur méthode de fortification et à leur capacité à intégrer des concepts issus d'autres cultures, leur a permis de conserver leur position dominante pendant plus de 200 ans. Avant l'apparition des Hittites, plusieurs civilisations du Proche-Orient avaient utilisé des chars, mais les Hittites ont porté cette technologie à un niveau supérieur. Alors que les Égyptiens et d'autres utilisaient des chars plus légers et plus maniables, les Hittites ont opté pour une conception plus lourde et plus solide. Ce changement de conception n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'un choix stratégique qui a modifié la manière de mener la guerre. Le char militaire hittite était construit avec un essieu central qui permettait la charge la plus lourde, ce qui signifiait qu'il pouvait transporter 3 individus, un conducteur, un guerrier et un porte-drapeau. Cette configuration leur permettait d'utiliser le véhicule non seulement comme base mobile pour les archers, mais aussi comme véhicule de choc, capable de percer les lignes ennemies avec d'énormes charges. Pour de nombreux adversaires des Hittites, il devait être dévastateur de voir ces véhicules avancer vers eux. Outre leur excellente conception, les Hittites ont élaboré des stratégies particulières pour améliorer l'efficacité de leurs chars. Ces stratégies comprenaient des attaques conjointes qui exploitaient la vitesse et la puissance des véhicules pour déstabiliser l'adversaire avant de lancer une attaque d'infanterie. Cette approche tactique leur a permis de faire face plus facilement à des forces plus importantes et mieux équipées, en équilibrant le terrain de la guerre à leur avantage. L'introduction de ces puissants chars a transformé le cours de nombreuses batailles dans lesquelles les Hittites ont été impliqués, renforçant leur prestige en tant que force militaire puissante. L'utilisation de ces véhicules a été un élément crucial dans leur capacité à étendre leur territoire et à maintenir leur domination dans un monde où les risques étaient permanents. Bien que les Hittites aient excellé dans le domaine de la guerre grâce à leurs puissants chars, leur capacité à préserver et à protéger leur empire reposait également sur leur aptitude à sauvegarder leurs villes et leurs forteresses. L'Anatolie, en raison de son territoire montagneux et souvent difficile à protéger, avait besoin de solutions innovantes pour assurer la protection de ses habitants et l'intégrité de l'empire. Dans ce contexte, les Hittites ont mis au point des méthodes de fortification sophistiquées qui sont devenues une référence pour les civilisations voisines. L'une des innovations les plus notables dans les fortifications hittites a été la construction de murs de pierre et de boue, conçus non seulement pour résister à de longs sièges, mais aussi pour dissuader les envahisseurs potentiels. Ces murs étaient construits sur plusieurs niveaux, avec des tours et des portes robustes offrant une protection solide contre les attaques. La capitale hittite, Hattusa, est un modèle idéal de ce type d'ingénierie militaire avancée. Les murs d'Hattusa ne protégeaient pas seulement la ville contre les attaques étrangères, mais reflétaient également le pouvoir et l'autorité du roi hittite. Hattusa, célèbre pour ses portes imposantes, ornées de sculptures de lions et de guerriers, dégageait un sentiment de force qui décourageait les adversaires et soutenait le moral de ses défenseurs. Cette conception défensive a permis aux Hittites de résister aux attaques de puissants adversaires, tels que les Égyptiens et les Assyriens, et de préserver la stabilité de leur empire. Une autre innovation essentielle de la défense hittite consistait à utiliser les caractéristiques naturelles du terrain pour renforcer leur défense. Nombre de leurs villes et de leurs forts étaient situés sur des collines ou des pentes élevées, ce qui compliquait encore le passage des envahisseurs. Les Hittites ont également construit des systèmes de tunnels et de passages souterrains qui facilitaient le déplacement des troupes et des ressources pendant les sièges, ce qui permettait aux villes de résister à de longues périodes d'isolement. Ces stratégies de fortification ont non seulement sauvegardé l'Empire hittite pendant les siècles où il a été contrôlé, mais elles ont également laissé un héritage architectural qui a eu un impact sur les civilisations à venir. En combinant l'innovation technique et l'utilisation stratégique du terrain, les Hittites ont pu établir des défenses presque imperceptibles, ce qui leur a permis de maintenir leur domination sur une région en conflit permanent. Les Hittites se sont distingués non seulement par leurs propres inventions militaires, mais aussi par leur capacité à observer, à apprendre et à adapter les technologies et les stratégies des autres cultures et civilisations qu'ils rencontraient. Cette attitude pragmatique et adaptative leur a permis de suivre, et à de nombreuses reprises,
de dépasser les progrès militaires de l'époque, renforçant ainsi leur place parmi les puissances prédominantes du Proche-Orient. L'un des domaines dans lesquels cette capacité d'adaptation était la plus évidente était l'amélioration de leurs armes et de leur équipement de guerre. Au cours de leur histoire, les Hittites ont été en contact avec des civilisations progressistes telles que l'Égypte, l'Assyrie et Babylone, toutes réputées pour leurs technologies militaires avancées. Plutôt que de rejeter ou de négliger ces influences étrangères, les Hittites les ont analysées et intégrées à leurs propres coutumes. Par exemple, la mise en œuvre de méthodes de production du fer, qui ont facilité la création d'armes plus robustes et plus durables, a été cruciale pour leur triomphe militaire à une époque où la plupart des civilisations s'appuyaient encore sur le bronze. L'influence étrangère se manifeste également dans les stratégies de guerre. Les Hittites ne se contentaient pas d'adhérer à des tactiques conventionnelles, ils cherchaient toujours à affiner et à ajuster leurs techniques. Face à des adversaires comme les Égyptiens, adeptes des archers et des petits chars, les Hittites ont non seulement appris à neutraliser ces stratégies, mais ils ont aussi créé leurs propres versions optimisées. Cette capacité d'adaptation leur a permis de rester compétitifs et souvent de surpasser leurs concurrents sur le théâtre de guerre.